Voilà, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième édition de la journée de l'archéologie française en Égypte. Comme vous le savez, avec Laurent Bavet, l'année dernière, nous avons décidé d'instaurer ce rendez-vous qui permet chaque année de faire le bilan de l'activité des archéologues et des égyptologues français en Égypte, de vous montrer tout le travail magnifique qui est réalisé chaque année en étroite collaboration entre les scientifiques français et les scientifiques égyptiens, sans oublier les scientifiques d'autres nationalités. Donc on a un petit changement de programme pour pouvoir nous adapter aux circonstances. Donc c'est Laurent Bavet qui, dans un instant, à qui je vais céder la parole et qui présentera les travaux de l'IFAO 2017-2018. Puis dans un second temps, une table ronde qui sera animée par Sophie Pommier, mon adjointe, en charge notamment des questions archéologiques ici à l'Institut français d'Égypte, qui donc animera une table ronde autour de Marie-Dominique Néna du CE Alex, Christophe Thiers du CFETK et Bérangère Odon. Donc encore une fois, merci à vous. Pour nous, c'est très important de vous avoir ici aujourd'hui car l'archéologie française, l'égyptologie est pour nous un des éléments clés de la relation entre la France et l'Égypte. Et je souhaite que cette année encore, nous en fassions la plus belle des démonstrations. Merci à vous et bonne soirée. Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, cher Mohamed, chers collègues, mesdames, messieurs, la journée de l'archéologie française, Mohamed Bouabdallah vient de le rappeler, a été créée en 2017 pour mieux faire connaître les activités des archéologues français auprès d'un public le plus large. L'intérêt de l'Égypte ancienne ne se dément pas, en France comme ailleurs, et il était très important à mes yeux de diffuser les travaux menés par nos chercheurs sur le terrain au-delà des rencontres et des publications scientifiques au sein de notre cercle de professionnels. Je suis donc très heureux de vous voir au moins aussi nombreux, si pas plus nombreux, cette année pour cette deuxième édition et je vous en remercie. Je remercie Mohamed Bouabdallah donc, et toute l'équipe de l'Institut français d'Égypte pour son soutien tout au long de l'année et de nous accueillir à nouveau dans son auditorium. Merci aussi à Madame Mona Sabri qui assure la traduction arabe de mon exposé avec sa collègue. Tout au long de l'année écoulée, l'activité de l'IFAO a une nouvelle fois été intense et très diversifiée. Je m'efforcerai de vous en donner un aperçu, bref aperçu ce soir, mais bien sûr que ce soit sur le terrain ou dans les musées, rien ne serait possible sans le soutien et la collaboration permanente du ministère des Antiquités ici en Égypte et c'est donc tout naturellement et très sincèrement que je souhaite en premier lieu, au nom de l'IFAO, adresser mes remerciements à Monsieur le ministre des Antiquités, Dr Khaled El Enani, au docteur Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, au docteur Mohamed Ismail, directeur général des missions étrangères et des comités permanents, et bien sûr à tous les responsables de secteurs, de zones, ainsi que les directeurs des différents musées et de façon plus large, les équipes du ministère. Nos travaux ne pourraient pas non plus se faire sans bien sûr les financements alloués par notre tutelle. Nous en sommes très conscients et nous en sommes là aussi reconnaissants pour ce soutien sans faille. Il s'agit du ministère français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais aussi du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui, à travers sa commission des fouilles, contribue au financement de 11 programmes menés par des équipes françaises. Je n'oublie pas non plus le CNRS, par nature un partenaire privilégié de l'IFAO. Je voudrais également remercier ici les mécènes privés ou sociétés françaises implantées en Égypte qui nous apportent leur soutien fidèle souvent depuis de nombreuses années. Les sociétés Vinci et Bouygues Vinci pour le métro du Caire, Colas Rail, Total, Air Liquide, Saint-Gobain et Monsieur Magdi Fadel. Enfin, je souhaiterais associer à ces remerciements deux fonds de dotation français
qui soutiennent généreusement un nombre de plus en plus important de projets menés avec l'IFAO. C'est d'une part le fonds Khéops pour l'archéologie et le fonds ARPAMED, Archéologie et patrimoine en Méditerranée, tous deux dédiés au soutien de la recherche archéologique, mais également au soutien de la préservation et de la valorisation du patrimoine méditerranéen. Les activités que je vais présenter brièvement sont menées par les personnels de l'IFAO, une centaine d'agents ici au siège de Mounira, et par les chercheurs des institutions partenaires de nos différents programmes. Au total, plus de 450 chercheurs passent annuellement par l'IFAO, que ce soit pour participer à des missions archéologiques, à des colloques ou autres rencontres scientifiques, ou simplement mener leurs recherches personnelles ici en Égypte. À cet égard, l'IFAO représente dans le paysage de la recherche française sur l'Égypte l'accès privilégié au terrain égyptien et un lieu de rencontre incontournable. Le cœur de la recherche est formé par les membres scientifiques de l'IFAO, au nombre de 6 et nommés pour 4 ans. Ils sont préhistoriens, égyptologues, papyrologues, coptisants ou arabisants. Leur recrutement, ils ne sont que 6 pour toutes ces disciplines, leur recrutement est exigeant et tous sont l'avenir des disciplines qu'ils représentent. La rentrée de septembre 2017 a été pour nous assez exceptionnelle. Elle a connu en tout cas un renouvellement tout à fait inédit, puisque pas moins de 4 nouveaux membres scientifiques ont rejoint l'IFAO, 4 sur 6 donc. Ce sont Florence Albert, égyptologue spécialiste des textes funéraires, Félix Relat-Montserrat, égyptologue également, dont les travaux portent sur le site de Medamoud, Esther Garel, qui vient renforcer la place des études coptes, déjà très dynamiques à l'IFAO, et enfin Robin Seniobos, arabisant, qui consacre ses recherches au Nil dans la littérature mamelouk. Ils représentent l'avenir de leur discipline, disais-je, si bien que, avant même d'arriver au terme de sa première année, Esther Garel vient d'être recrutée comme maître de conférence à l'université de Strasbourg. Je lui souhaite une superbe carrière et à vrai dire, je n'ai aucun doute sur ce sujet et je voudrais la féliciter ici devant vous. À côté des membres scientifiques qui se succèdent donc depuis 1881 à l'IFAO, l'Institut compte aussi plusieurs chercheurs issus de l'université égyptienne que je considère personnellement comme les membres scientifiques égyptiens de l'IFAO. Ils sont également au nombre de 6 et nous avons accueilli au 1er janvier 2018 2 nouveaux chercheurs associés. Il s'agit du docteur Ali Abdelhalim Ali, professeur associé à l'université Ain Shams, égyptologue déjà impliqué dans nos travaux à Komombo, en Haute-Égypte. Et il s'agit du docteur Khaled Hassan, maître de conférence à l'université du Caire, lui aussi égyptologue, qui s'intéresse aux graffitis laissés par des visiteurs pharaoniques sur les monuments. Tous les deux vont donc mener à l'IFAO leur projet de recherche durant 3 ans et participeront très activement, comme leurs collègues, aux ateliers de formation organisés par l'IFAO avec les universités égyptiennes. Les chantiers constituent assurément l'activité la plus visible de l'IFAO. Et en 2017-2018, l'IFAO est intervenu seul ou la plupart du temps en partenariat avec des universités françaises ou le CNRS sur 25 chantiers archéologiques répartis dans le delta, la vallée du Nil et le désert oriental. Comme les autres années, ou les années précédentes en tout cas, les chantiers des oasis du désert occidental, à Balat, dans l'oasis de Dakhla, à Douche, dans l'oasis de Kharga, et à Baharia, ainsi que le Sinaï, bien sûr, n'ont pu être ouverts pour des raisons de sécurité. J'ai pu vous donner l'an dernier un aperçu des recherches qui sont menées sur quelques-uns de ces chantiers que j'avais choisis pour illustrer la très grande diversité chronologique essentiellement des sites étudiés couvrant plus de 4000 millénaires d'histoire de l'Égypte depuis la préhistoire jusqu'à la muraille de Salah ad-Din.
Je vous propose cette fois un autre parcours thématique, celui-là. C'est l'occasion de rappeler que la fouille archéologique n'est pas une fin en soi. Des questions sont clairement définies au préalable, et la fouille n'est en fait qu'un moyen d'acquérir de nouvelles données, un moyen de renouveler la documentation à la disposition des chercheurs pour apporter des réponses aux questions posées, de la même manière qu'un historien va rechercher de nouveaux textes pour éclairer son travail. Parmi les questions communes à plusieurs recherches de terrain développées par l'IFAO figure celle de l'approvisionnement en matières premières. C'est une question qui est très importante en réalité parce que l'art et plus largement les productions matérielles de l'Égypte ancienne ont fait un très large usage des ressources naturelles de l'environnement égyptien. La vallée du Nil, bien sûr, principalement pour les produits de l'agriculture, mais surtout les déserts qui bordent la plaine alluviale. Déserts où les Égyptiens se sont procurés à toutes les époques les pierres, les minerais nécessaires pour les constructions, pour la fabrication d'outils ou d'objets divers. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité à voyager, par voie de mer même, parfois très loin, pour obtenir les matières ou les produits recherchés. Comment était organisée cette exploitation des ressources? Quel rôle a-t-elle joué dans le développement et l'organisation de l'État et de la société pharaonique? Voilà les questions qui sont posées, que nous allons parcourir à travers quelques exemples des recherches menées sur le terrain. J'ai eu l'occasion, l'an dernier déjà, de présenter le site de Wadi El Jarf, sur la côte de la mer Rouge, vous le voyez sur la carte ici, à environ 120 km au sud de la ville de Suez. Depuis 2011, l'équipe dirigée par Pierre Tallet de l'Université de Paris-Sorbonne étudie ce port qui a fonctionné durant une période limitée sous la 4e dynastie, autour de 2500 avant Jésus-Christ, principalement durant le règne du bâtisseur de la Grande Pyramide, le roi Khéops. Depuis le port, protégé, vous le voyez, par une jetée artificielle, les bateaux traversaient le golfe de Suez pour emmener des expéditions dans le sud Sinaï, région où les Égyptiens ont exploité le minerai de cuivre, mais aussi la turquoise, à une échelle véritablement industrielle. Et cela dès l'Ancien Empire, dès le 3e millénaire. Durant ces travaux antérieurs, Pierre Tallet avait d'ailleurs pu identifier déjà, dans le Sinaï, de l'autre côté du golfe de Suez, dans la région de Serabit el-Khadim et surtout du Wadi Bir Naseb, des exploitations minières contemporaines comportant plusieurs centaines de fours de réduction de minerais. Ce cuivre, exploité donc dans le Sinaï, était utilisé en grande quantité essentiellement pour fabriquer les outils nécessaires au chantier et pour tailler les blocs de calcaire de la pyramide dans les carrières et d'autres projets de construction. Les travaux se sont poursuivis cette année sur le site de Jarf avec l'achèvement de la fouille d'un bâtiment que nous appelons le bâtiment intermédiaire puisqu'il est situé à mi-chemin entre le port que nous venons de voir au bord de mer et la montagne. Ce bâtiment intermédiaire donc a été entièrement dégagé. Il se présente, vous le voyez, sous la forme de 13 travées parallèles, longues et très étroites, qui occupent une superficie totale de l'ordre de 2250 mètres carrés pour une dimension de 56 mètres sur 30 environ, donc une structure importante et de grande taille. Cette configuration très particulière de ce bâtiment rappelle assez précisément les grands bâtiments dégagés par l'équipe américaine de Mark Lehner à Giza, dans la ville des bâtisseurs de pyramides. Ils sont interprétés comme des baraquements où logeaient les ouvriers, et c'est peut-être la même fonction que l'on doit donner au bâtiment de Jarf, bâtiment destiné à abriter les expéditions qui partaient vers le Sinaï. Les fouilles se sont aussi poursuivies dans les galeries creusées dans les collines à quelques distances de la côte et qui ont servi, ces galeries, à entreposer les bateaux en bois de cèdre du Liban, démontés entre deux expéditions
et le matériel qui les accompagnait, notamment des ensembles de jarres de stockage servant à stocker l'eau et emmener l'eau dans ces expéditions. C'est à l'entrée de l'une de cette galerie qu'avait été découvert en 2013 les désormais célèbres papyrus de Jarf. Et parmi ce lot de papyrus, parmi ces documents qui datent tous du règne du roi Khéops, on trouve le journal de bord d'un équipage qui transportait des blocs de calcaire depuis les carrières de Toura, au sud du Caire, jusqu'au chantier de la Grande Pyramide. La publication de ces papyrus exceptionnels compte déjà, et je vous l'avais présenté, elle était sortie juste avant, je crois, la journée de l'an dernier, cette publication donc compte déjà parmi les meilleures ventes de l'IFAO. Nous en sommes au 4e tirage et elle rencontre donc un succès à la hauteur de l'importance de cette découverte. Ce site de Wadi Jarf montre l'extraordinaire organisation logistique qui a été mise en place à l'Ancien Empire, dès l'Ancien Empire, par l'État, pour se procurer les matériaux nécessaires aux grands chantiers de construction qui ont été le moteur de son développement et de l'économie égyptienne. Ce port de Wadi Jarf semble, d'après les recherches qui y sont menées, avoir été fermé, clôturé, sous le règne de Khéphren, fils de Khéops. Or, c'est précisément ce moment où débute l'activité sur un autre site du littoral de la mer Rouge, à Ain Sorna, site bien connu pour sa station balnéaire. Vous le voyez ici, à proximité même de la mer, dans une situation finalement comparable à celle de Jarf. Quelques inscriptions rupestres sur les rochers à proximité du site étaient connues de longue date, mais c'est encore une fois ici l'équipe de Pierre Tallet, associée à Georges Castel, associée également à Mahmoud Abdelrazek, de la faculté du Canal à Ismaïlia, qui en a identifié la vraie nature grâce aux fouilles qu'ils y mènent et qu'ils y ont menées depuis 2001. Comme à Jarf, de longues galeries que vous voyez ici dans la partie haute du document, ou ici un petit peu plus en détail, de longues galeries donc étaient creusées dans les collines et là aussi des bateaux démontés y étaient entreposés entre deux expéditions. Les fouilles ont ici permis de retrouver quelques bateaux qui avaient été incendiés et pour cette raison abandonnés sur place, alors qu'à Jarf jusqu'ici nous n'avons pas retrouvé de ces bateaux dont le bois a bien sûr été récupéré et emmené à l'abandon du site. La découverte la plus importante est sans doute un complexe d'ateliers métallurgiques comprenant une cinquantaine de bas-fourneaux datés du Moyen Empire, donc entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ à peu près. Ces fourneaux sont, vous le voyez ici à l'écran, particulièrement bien conservés et ils permettent de suivre les différentes étapes de traitement du minerai de cuivre ramené probablement du Sinaï depuis sa réduction donc, dans des batteries de fours à ventilation naturelle jusqu'à la refusion du métal en creuset dans des foyers en fer à cheval. Ce n'est qu'une fois traité que le métal était donc transporté dans la vallée du Nil, probablement sous la forme de lingots. Les fouilles se poursuivent à Ain Sorna, aujourd'hui sous la direction de Claire Somalino, maître de conférence à l'université de Paris-Sorbonne. Et Claire Somalino nous avait déjà présenté ses travaux à Ain Sorna l'an dernier, travaux qui s'attachent à la zone basse du site, le long de la route que vous devinez à l'arrière, séparant le site des constructions du bord de mer, donc le long de cette route qui relie le site au littoral. Il s'agit de bâtiments en pierre sèche, destinés à l'habitat, destinés au stockage et à des activités d'artisanat, bâtiments qui étaient utilisés par les expéditions de l'Ancien Empire et du début du Moyen Empire. Un plan de ces bâtiments dégagés sur de grandes surfaces aujourd'hui. D'autres aménagements à proximité sont également liés à l'activité de ces expéditions métallurgiques, si je puis dire, comme une fosse que nous avons ici à l'écran, servant probablement à remonter les bateaux, à réassembler les bateaux lorsqu'une nouvelle expédition devait partir, assembler ces bateaux donc en cale sèche.
La zone très touristique d'Ain Sorna est aujourd'hui, comme vous le savez certainement, en pleine expansion, avec l'élargissement de la route et la construction d'hôtels, ce qui donne aux recherches un caractère d'urgence comparable finalement à une fouille d'archéologie préventive. Il s'agit d'enregistrer l'information avant qu'elle ne disparaisse. Les fouilles du Wadi Jarf et d'Ain Sorna, avec celles menées par les collègues italiens et américains à Marsagawa 6, un troisième site comparable à ces deux premiers, nous donnent désormais une image assez précise de ce qu'on a appelé ces ports intermittents directement liés à l'exploitation des matières premières et en particulier du cuivre ou des minerais associés. Les premiers outils façonnés par l'homme ont été en pierre. Le silex en particulier se taille assez facilement et permet de produire des lames ou des éclats très tranchants. Alors contrairement à une idée assez largement répandue, l'usage d'outils en silex ou d'outillage en silex ne se limite pas à la préhistoire et même après l'apparition de la métallurgie du cuivre, voire du bronze, on a longtemps encore continué à utiliser des outils en silex qui offrent un matériau moins coûteux et très efficace. Depuis 2014, une mission menée par François Briouat de l'EHESS de Toulouse et Béatrix Midenren, mon prédécesseur à la direction de l'IFAO, a révélé l'existence d'une exploitation de silex à très grande échelle dans les monts du Galala Nord et plus particulièrement autour du Wadi Sanour. Dans cette région, vous voyez un aspect de la surface de ces environs du Wadi Sanour, jonché littéralement de ces éclats de silex provenant de ces productions. Les calcaires éocènes de ce vaste plateau autour du Wadi Sanour donc, contiennent de riches ressources d'un silex gris de très belle qualité qui ont été donc utilisés pour la fabrication d'outillages destinés aux sites d'habitation de la vallée du Nil. Sur une zone couvrant presque 600 km², ce sont plusieurs dizaines de carrières, d'ateliers de taille, de campements liés à cette activité qui ont été identifiés et qui sont aujourd'hui en cours d'étude. Dans des bâtiments comme celui-ci, les rognons de silex extraits des environs immédiats étaient débités, étaient taillés pour produire des lames ou des pièces bifaciales comme lames comme vous avez ici à l'écran ou des pièces bifaciales comme ce très beau couteau du début de l'Ancien Empire. On a également repéré de très nombreuses pistes anciennes qui reliaient le Nil à la mer Rouge par le grand Wadi Araba et qui débouchaient à proximité du Wadi Jarf, passant donc par ce Wadi Sanour, de la céramique produite dans les fours de potiers découverts sur le site de Jarf a été retrouvée dans l'un des campements de Sanour, qui indique que les occupations sont sans doute contemporaines, sont sans doute liées donc à la 4e dynastie, au moins pour partie. Un autre matériau particulièrement apprécié pour la statuaire et peut-être plus encore pour la vaisselle de pierre est le travertin ou calcite, ce qu'on appelle couramment l'albâtre égyptien. La principale source de ce matériau se trouve en Moyenne-Égypte, à quelques kilomètres au sud-est du site de Tel El Amarna. Ce sont les carrières de Hatnoub, où depuis 2012, une mission conjointe de de l'IFAO et de l'université de Liverpool, sous la direction de Yanis Gourdon, ancien membre scientifique de l'IFAO, et de Roland Enmark, ont entrepris une étude complète. Ces carrières, vous l'avez ici, et vous devinez peut-être dans la partie arrière de l'image les personnages qui vous montrent l'échelle, la très grande taille de cette carrière, sont en grande partie comblées de débris, et la mission a entrepris depuis l'an dernier des dégagements à très grande échelle. Ces travaux ont permis
de révéler de nombreuses inscriptions à l'encre, certains étaient déjà connus, inscriptions laissées sur les parois de ces carrières par les membres des expéditions qui étaient envoyés, donc, comme pour les autres matériaux, pour exploiter la pierre, inscriptions qui datent pour la majorité de la 6e dynastie, la fin de l'Ancien Empire, donc vers 2200 avant Jésus-Christ. Lors des dernières campagnes, et encore cette année, ces dégagements dans la carrière principale du site, la carrière P, ont révélé une série de trous d'aménagement dans le rocher, creusés dans le rocher, des cavités, vous en voyez ici sur cette photo aérienne, vous en devinez encore sur d'autres clichés, dans le sol et dans les parois de la carrière, devaient recevoir des pièces de bois ou servir à manœuvrer des cordes qui appartenaient à un système de halage utilisé pour extraire les blocs de la carrière. L'étude commence seulement, mais elle s'annonce, donc vous le voyez, particulièrement intéressante parce que jusqu'à présent, nous n'avons finalement que peu d'informations archéologiques sur la manière dont les Égyptiens de l'Ancien Empire, l'époque des grandes pyramides, donc de ces grands chantiers de construction, manœuvraient et déplaçaient des blocs de pierre de très grande taille. Comme le Wadi El Jarf, les recherches menées à Hatnoub viennent donc compléter notre connaissance du fonctionnement de ce pouvoir royal égyptien et des grandes entreprises qui ont été le moteur de son développement pendant les périodes les plus anciennes et plus particulièrement durant l'Ancien Empire. Une dernière opération de terrain nous transporte à une époque beaucoup plus récente, même si nous restons dans le désert oriental. Depuis le milieu des années 1990, l'IFAO développe un programme de recherche sur les routes reliant la vallée du Nil à la mer Rouge durant l'époque romaine. L'Égypte est devenue une province de l'Empire et les Romains ont exploité de façon intensive les ressources du désert oriental. Le porphyre impérial du Mons Porphyrites ou le granit du Mons Claudianus, employé en grande quantité à Rome et en réalité dans l'ensemble de l'Empire. Les travaux de terrain, donc menés depuis plus d'une vingtaine d'années, depuis presque 25 ans maintenant, ont permis d'étudier le dispositif de fortins, de petites forteresses, qu'on appelle les présidia, petits fortins qui protégeaient ces routes stratégiques, qui protégeaient les exploitations et les points d'eau, bien sûr, tout à fait fondamentaux pour la survie de ces expéditions, en particulier entre Kouft et le port de Myos-Hormos, c'est la route que vous voyez entre la vallée du Nil dans la partie haute de la carte, près de Kousser donc. Et ces recherches se poursuivent aujourd'hui sur une autre route, plus au sud, qui relie la région de Edfou, dans le sud de la vallée du Nil, au port de Bérénice, beaucoup plus au sud, lui, sur le littoral de la mer Rouge. Sous la direction de Bérengère Redon, qui est avec nous ce soir, et maintenant de Thomas Fauché, tous deux anciens membres scientifiques de l'IFAO, la mission s'intéresse à l'exploitation des ressources, non plus à l'époque romaine cette fois-ci, mais à l'époque hellénistique, entre le IIIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ. La région est riche en minéralisation aurifère, et l'or était recherché par les souverains ptolémaïques pour notamment financer la politique du royaume. Entre 2014 et 2016, les fouilles ont porté sur le district de Samout. À Samout Nord, la mission a étudié une mine d'or exploitée au début de l'époque ptolémaïque. À côté des veines de quartz aurifère, on y trouve des aires de concassage, du quartz donc, et des moulins à broyer le quartz. Non loin de là, à Bir Samout, c'est un de ces fortins hellénistiques, donc celui-ci, établi pour protéger la route et le point d'eau, qui a été fouillé. Il faut souligner que ces travaux sur l'exploitation de l'or du désert oriental s'inscrivent dans une étude plus large, entreprise de longue date par Thomas Fauché, sur la monnaie égyptienne aux époques grecque
et romaine, qu'il a d'ailleurs eu l'occasion de nous présenter ici même l'an dernier. Elle est menée en étroite collaboration avec les musées égyptiens qui conservent d'importantes collections de ces monnaies et a réellement contribué à faire émerger une école de numismatique égyptienne. Plusieurs ateliers de formation à la restauration des monnaies ont été organisés à Luxor et cette année au musée du Caire, grâce notamment au soutien financier de l'American Research Center in Egypt. Depuis plusieurs années, l'exploitation des gisements d'or dans le désert oriental a repris avec une intensité tout à fait inédite. À côté des sociétés minières, beaucoup de chercheurs d'or s'intéressent à ces installations anciennes, imaginant pouvoir y retrouver sans doute des filons fabuleux. Et ils n'hésitent pas, dans leurs recherches, à éventrer les sites et les constructions à l'aide, parfois, d'engins de chantier. C'est ce qui s'est passé précisément à Samout Nord, fouillé donc en 2016 par la mission de l'IFAO, et à son retour, en janvier 2017, la mission n'a pu que constater que les bâtiments avaient encore très bien conservé, vous le voyez, quelques mois plus tôt, avaient été largement détruits. Malgré la protection du ministère des Antiquités, ces sites du désert sont évidemment trop nombreux et trop isolés dans le désert pour pouvoir être protégés efficacement. Ces fouilles archéologiques prennent donc là aussi un caractère d'urgence et de sauvetage. En 2017 et en 2018, la mission du désert oriental s'est transportée sur un autre fortin situé plus près de la vallée du Nil, à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Edfou. C'est la zone qui est marquée par un carré rouge sur la carte. C'est le fort d'Abad, occupé, lui, sur une plus longue durée que celui de Samout. Et là aussi, les chercheurs d'or sont à l'origine de destruction. Ils ont notamment touché les anciens dépotoirs du fort. Ces dépotoirs, donc ces poubelles à l'extérieur du fort, sont pour nous souvent les parties les plus intéressantes parce qu'on y trouve, souvent très bien conservé par le climat du désert, tout ce qui a été mis au rebut par les occupants de l'établissement. Il s'agit en particulier d'une très grande richesse historique grâce à ces documents, aux documents écrits, des documents souvent administratifs, jetés parce qu'ils n'étaient plus nécessaires ou parce qu'ils avaient été recopiés sur d'autres supports, le papyrus par exemple. À Abad, la mission y a retrouvé, donc dans ces dépotoirs, une série de bons de distribution d'eau à des personnes, des soldats, des chasseurs qui sont nommés dans les documents et qui faisaient partie d'une expédition dirigée par le stratège Lycas, envoyé par Ptolémée IV chercher des éléphants en Afrique. On possédait déjà des attestations par d'autres documents venant d'Edfou notamment de cette expédition. Un exemple parmi de très nombreux qui vous montre l'apport de ces travaux à notre connaissance de l'Égypte hellénistique. Le travail que j'ai présenté ici, à Wadi el-Jarf, à Ensorna, à Sanour, à Atnoub, à Samout ou à Abad, est une illustration de ce que l'IFAO peut apporter au renouvellement de notre documentation. Et il faut souligner que ces recherches sont menées dans l'environnement souvent difficile du désert oriental et nécessitent des moyens logistiques particulièrement lourds pour permettre à une équipe de 20 à 30 personnes, chercheurs, ouvriers de fouilles, intendances, de travailler durant 4 à 6 semaines en toute autonomie et dans de bonnes conditions. Je voudrais donc saisir cette occasion pour saluer le travail des équipes techniques de l'IFAO, sans lesquelles ce type de mission ne serait tout simplement pas possible. Je l'ai rappelé en débutant mon exposé, la recherche ne s'arrête pas au terrain. Depuis plusieurs décennies, l'archéologie se tourne de plus en plus vers les méthodes d'analyse en laboratoire qui nous permettent de dépasser les observations empiriques et de s'appuyer sur des données quantifiables et les plus objectives possibles. C'est l'archéométrie qui mobilise les techniques de la chimie et de la physique à travers un grand nombre de spécialités, la géologie, la botanique, la zoologie, etc. On peut en nommer de très grands nombres.
Dans le cadre précisément qui nous intéresse des matières premières, cette archéométrie offre un très grand nombre de possibilités. C'est celle de caractériser le matériau pour en établir la provenance, pour en déterminer les techniques de fabrication, on pense aux métaux et aux alliages notamment, pour en déterminer la datation. Pourtant, la situation en Égypte est un peu particulière par rapport à ce qui se fait ailleurs dans l'archéologie contemporaine, car elle impose une contrainte que nous ne connaissons pas justement dans d'autres zones. La loi égyptienne sur les antiquités de 1983, révisée en 2010, interdit la sortie du territoire égyptien d'échantillons archéologiques. Et par conséquent, les analyses doivent nécessairement être faites et être menées en Égypte. C'est pour répondre à cette contrainte que l'IFAO s'est doté d'un pôle d'archéométrie, de laboratoire. Ce pôle d'archéométrie regroupe aujourd'hui 3 laboratoires. Un laboratoire d'abord de conservation et de restauration, un laboratoire d'étude des matériaux et un laboratoire de datation par le radiocarbone. Le premier, ici à l'écran, laboratoire de conservation-restauration, comprend 4 restaurateurs professionnels qui interviennent directement sur les chantiers pour assurer la conservation, la restauration des objets et des vestiges qui sont découverts par la fouille. Avec chacun plus de 25 ans d'expérience, ces professionnels sont capables d'intervenir sur toutes les catégories de mobilier, les métaux, la céramique, la pierre, les enduits peints, etc. Le laboratoire d'étude des matériaux, ensuite, se présente un petit peu différemment comme une plateforme pluridisciplinaire et qui est ouverte à tous les chercheurs, qu'ils soient français ou étrangers. L'IFAO est agréé par le ministère des Antiquités pour recevoir, ici au Caire, donc, les échantillons prélevés sur les sites archéologiques. Restes végétaux pour réaliser une étude archéobotanique, échantillons de céramique pour une étude pétrographique, la pierre, les échantillons de pierre pour des études lithologiques, et on pourrait continuer très longtemps cette énumération. Les différents spécialistes des missions peuvent alors venir au laboratoire où sont mis à leur disposition des équipements d'analyse comme un microscope pétrographique ou encore des collections de références qui sont nécessaires aux spécialistes pour l'identification des restes végétaux, par exemple. Parmi les dernières acquisitions, le laboratoire s'est équipé cette année d'un spectromètre à infrarouge qui permet d'identifier précisément la composition des matériaux et par là de comprendre donc les procédés de fabrication ou identifier la provenance des matières premières utilisées, et cela grâce à cet appareil et grâce à la signature géochimique propre à chaque gisement de pierre. Il est donc possible de caractériser précisément la composition, par exemple, de l'albâtre des carrières d'Atnoub, pour ensuite venir y rattacher les objets qui seront découverts en fouille ou conservés dans les musées. Les applications sont évidemment très nombreuses, j'ai envie de dire infinies dans leur variété. Le laboratoire de datation par le radiocarbone, enfin, a été créé en 2006 et reste à ce jour le seul laboratoire C14 en activité en Égypte. Ce laboratoire utilise la méthode classique, dite pour les spécialistes par scintillation liquide, et permet de dater tous les échantillons de matière contenant du carbone, du bois, des végétaux, des tissus, des coquilles, des sédiments, toute la chaîne du carbone. Ces échantillons sont transformés au laboratoire sous la forme de benzène sur 2 lignes de conversion chimique du laboratoire que vous avez ici à l'écran, pour être ensuite mesurés à l'aide de 2 compteurs à scintillation liquide qui permettent donc de mesurer la quantité d'isotope 14 radioactif du carbone encore présent dans l'échantillon. Comme cette quantité décroît de façon régulière dans un organisme à partir de sa mort, il est possible de calculer le temps écoulé depuis la mort de l'organisme. On obtient donc un âge qui doit être calibré et transformé en date de calendrier.
Voilà pour cette méthode assez classique du radiocarbone qui est déployé depuis 10 ans maintenant à l'IFAO. Chaque année, environ 80 échantillons peuvent être analysés par le laboratoire. Ils proviennent des chantiers de l'IFAO, mais aussi d'autres missions égyptiennes ou étrangères. Sa situation tout à fait unique en Égypte permet d'avoir accès, et ça pratiquement sans limite, à des échantillons qui proviennent de contextes archéologiques parfaitement contrôlés et documentés, qui sont issus des fouilles en cours. Pour reprendre l'exemple du Wadi Jarf, les échantillons de tissus, les échantillons de cordages ou de végétaux provenant des installations, donc nous l'avons vu bien datées par l'archéologie du règne de Khéops, permettent d'établir une série de datations pour ce règne. Elles pourront être mises en perspective, par exemple, avec les dates obtenues pour la 5e dynastie, la dynastie suivante, par les fouilles de la mission tchèque sur le site des pyramides d'Abou Sir, également confiées au laboratoire de l'IFAO. 10 ans après sa création, l'IFAO s'engage aujourd'hui dans la modernisation du laboratoire C14. Notre ambition est de passer à une autre méthode de mesure, la spectrométrie de masse par accélérateur, qui nous permettra de dépasser en fait certaines limites de la technique actuelle, comme la quantité de matière nécessaire pour l'analyse ou le nombre d'analyses réalisées par an. Il sera en mesure d'analyser beaucoup plus d'échantillons. Grâce à ces laboratoires, l'IFAO est un acteur majeur de l'archéométrie en Égypte, en partenariat bien sûr avec le ministère des Antiquités et les grandes structures, comme le Grand Egyptian Museum, qui dispose d'équipements très complets et modernes. À ce titre, nous avons co-organisé avec le ministère et d'autres institutions étrangères un important colloque international Science of Ancient Egyptian Materials and Technology qui s'est déroulé au Caire du 4 au 6 novembre 2017. Les chantiers archéologiques ne sont bien sûr qu'une partie de l'activité scientifique menée à l'IFAO, et l'année 2017 a été particulièrement riche en rencontres scientifiques, en colloques, en tables rondes, en journées d'études organisées au Palais Mounira dans le cadre de la programmation scientifique de l'IFAO qui a été renouvelée cette année pour une durée de 5 ans dans le cadre du contrat d'établissement qui lie l'IFAO à son ministère de tutelle. Je dois rappeler ici que les activités de l'IFAO ne concernent pas seulement l'archéologie, mais aussi les disciplines historiques et philologiques au sens large, et toutes les périodes de l'histoire de l'Égypte jusqu'à l'époque contemporaine, tous des aspects que je n'évoquerai pas ici ce soir. Une autre activité toujours très dynamique sont les publications scientifiques. Au cours de l'année 2017, donc réalisée par notre imprimerie, au cours de l'année 2017 et depuis janvier 2018, 21 volumes sont sortis des presses de l'IFAO. Je retiendrai en particulier, bien sûr, la publication par Pierre Tallet du premier volume des papyrus du Wadi Jarf avec le journal de Merer, qui en est aujourd'hui, je vous le disais, à son 4e retirage, plus de 1000 exemplaires. Le volume Collective Baths 2, édité par Bérengère Redon encore, qui vient clôturer la publication d'un programme de recherche sur les bains et les installations thermales du Proche-Orient, qui a été particulièrement fructueux ces dernières années. Et puis une très belle étude sur la grotte des Scribes à Deir el-Bahari, qui nous est due à Chloé Ragazzoli. Je voudrais encore mentionner une version arabe du beau livre Instantané d'Égypte, trésor photographique de l'Institut français d'archéologie orientale de Marie-Lise Arnett et Delphine Driot, livre que je vous avais présenté l'an dernier, sorti en octobre 2016, et dont la version française avait elle aussi rencontré un très grand succès auprès du public. Vous savez, il s'agit d'une sélection de photographies issues des archives de l'IFAO et nous souhaitions en proposer une version arabe au public. Et puis bien sûr, à ces ouvrages, à ces monographies, s'ajoutent les revues internationales publiées chaque année par l'IFAO, le BIFAO, le bulletin de l'IFAO, l'une des principales revues d'égyptologie, qui est éditée chaque année depuis 1901. Le volume 116 de 2017 comprend
13 articles scientifiques. Les annales islamologiques, ensuite, pour les études arabes, qui fêtent cette année le 50e numéro avec un volume thématique coordonné par Mercedes Vollet et consacré à bâtir, exposer, restaurer une histoire architecturale de l'Égypte moderne, je vous le disais, l'un des champs d'activité de l'IFAO également. Les mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales, ou MIDEO, que nous coéditons depuis 2015, et enfin le bulletin de la céramique égyptienne, revue entièrement dédiée aux études de céramologie. Depuis 2016, je l'annonçais aussi l'an dernier, l'IFAO s'est résolument engagé dans l'édition numérique. Une première revue, le MIDEO, donc, a été publiée directement en ligne et en accès gratuit sur la plateforme Open Edition, plateforme qui abrite plus de 450 revues scientifiques. C'était l'an dernier. Et cette année, une deuxième revue, les Annales islamologiques, a suivi. Et les 3 derniers numéros de ce périodique sont maintenant consultables librement, en ligne, dans un format qui s'adapte à tous les supports, ordinateurs, tablettes, smartphones, etc. Pour 2018, nous travaillons à la mise en ligne du BIFAO, du bulletin de l'IFAO, mais je vous rappelle que les numéros anciens du BIFAO et des Annales sont aussi disponibles librement au format PDF directement sur notre site web. Autre projet numérique initié l'an dernier et qui a fortement mobilisé les services de l'IFAO toute l'année écoulée, c'est le portail Bibliothèque d'Orient, un projet initié par la Bibliothèque nationale de France qui vise, avec 6 autres bibliothèques françaises implantées en Orient, dont l'IFAO, le CEALEX et l'IDEO en Égypte, à numériser une sélection de documents patrimoniaux conservés dans les collections respectives, à valoriser ces documents scientifiquement, à les éditorialiser et à les mettre en ligne sur un portail dédié. Ce portail a été ouvert comme prévu le 12 septembre 2017 et vous pouvez maintenant accéder à son contenu et découvrir ces trésors numérisés. Je voudrais ici aussi remercier tous les services de l'IFAO qui se sont investis dans cette réelle aventure. Dans le domaine de la formation, l'activité a encore été particulièrement intense et diversifiée, grâce surtout au dynamisme du directeur des études, Nicolas Michel. En 2016-2017, s'est déroulée la 3e session de la formation professionnalisante à l'archéologie de terrain, une formation qui a été créée en 2014 en partenariat avec le ministère des Antiquités, avec le soutien aussi de l'Agence universitaire de la francophonie, une formation qui s'adresse aux inspecteurs du ministère, aux maîtres de conférences des universités égyptiennes. C'est une formation, je vous le rappelle, qui se déroule en 2 temps. Les 14 stagiaires ont d'abord suivi dans les locaux du Palais Mounira un total de 60 heures de cours théoriques qui ont assuré un socle commun de connaissances dans les différents domaines de l'archéologie de terrain, la stratigraphie, la topographie, l'archéobotanique. Et puis, dans un deuxième temps, ils ont été accueillis pour une formation pratique sur les différents chantiers de l'IFAO. C'est un programme qui rencontre un très beau succès et qui s'inscrit dans les efforts déployés par le ministre des Antiquités, qui a fait de la formation des employés du ministère une priorité. La session 2017-2018 est actuellement en cours avec 14 nouveaux stagiaires. Comme les années précédentes, l'IFAO a organisé durant l'année une série de workshops, d'ateliers à destination des universités égyptiennes, du ministère des Antiquités et aussi d'universités françaises, les workshops Practical Egyptology, les ateliers de céramique islamique parfois, les séminaires de codicologie arabe, l'académie hiératique. Je ne détaillerai pas ici l'ensemble de ces formations qui ont été organisées avec le concours de tous les chercheurs et qui sont présentées ici à l'écran. Plusieurs fois par an, les chercheurs de l'IFAO se déplacent dans les universités égyptiennes pour proposer des workshops de méthodologie de la recherche. En 2017 à Minya, à Assouan et à la nouvelle faculté d'archéologie de Luxor en mars 2018. Ces activités sont organisées, je vous le disais, avec l'aide des chercheurs associés, des collaborateurs scientifiques de l'IFAO. Et je voudrais remercier tout particulièrement ici le professeur Hassan Selim, qui en est véritablement la cheville ouvrière. L'IFAO poursuit aussi ses efforts d'ouverture vers le grand public.
un point qui est particulièrement important à mes yeux et dans lequel nous déployons beaucoup d'énergie. 2 cycles de conférences répondent à cette ambition de faire connaître les recherches menées par nos équipes. Vous les connaissez, les conférences Midan Mounira, organisées conjointement par l'Institut français d'Égypte, par l'IFAO, par le CEDEJ et par l'IRD, sont désormais un rendez-vous régulier autour de questions liées aux évolutions que connaît le monde arabe dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et autres. Les rendez-vous de l'archéologie, 2e cycle inauguré l'an dernier, toujours en partenariat avec l'Institut français d'Égypte, donne la parole aux responsables des missions archéologiques françaises pour présenter l'actualité de leurs travaux. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu entendre Philippe Colombert sur les fouilles de Saqqara, Laurent Coulon sur les chapelles osiriennes de Karnak, Pierre Zignani sur le temple de Dendera ou encore Félix Relat sur le site de Medamoud. Nouveauté cette année, qui avait été réclamée par un certain nombre d'entre vous, un certain nombre de conférences sont désormais enregistrées et sont mises en ligne sur la nouvelle page YouTube de l'IFAO, de sorte que si vous n'avez pas pu assister à l'une de ces conférences, vous avez désormais le loisir de la visionner quand vous le souhaitez. Cette initiative revient au nouveau chargé de communication de l'IFAO, M. Amr Bargat, et je voudrais saluer ici son arrivée depuis son entrée en fonction au mois de septembre dernier. Il s'est dépensé sans compter pour dynamiser la communication de l'IFAO et mieux faire connaître nos activités. Si vous suivez déjà notre page Facebook, comme presque 8000 personnes aujourd'hui, vous aurez sans doute remarqué qu'elle est particulièrement vivante et s'est enrichie notamment de capsules vidéo. Si vous ne nous suivez pas encore, je vous encourage à le faire. On doit aussi, à l'initiative de Amr, l'organisation de quelques conférences exceptionnelles données ces derniers mois à l'IFAO, celle du professeur Peter Stone sur la protection du patrimoine culturel en zone de conflit, donnée le 18 novembre 2017, et la conférence inaugurale du colloque Food and Drink in Egypt and Sudan, donnée par le professeur Solima Ikram le 21 mars dernier. Ces deux événements ont amené dans le hall d'honneur du palais Mounira un public particulièrement nombreux et enthousiaste, et nous sommes évidemment très heureux d'accueillir autant de public dans nos conférences. On va devoir d'ailleurs régler des problèmes de place puisque nos salles de conférences ne sont plus assez grandes pour recevoir le public. Et on en est très heureux. Le cycle normal de conférences de l'IFAO s'est poursuivi cette année avec une quinzaine de conférences proposées tout au cours de l'année, là aussi conférences ouvertes à tous les publics. Les cours d'égyptologie de l'IFAO, créés en février 2017, ont également repris à la rentrée de septembre et rencontrent aussi toujours un grand succès. Ils sont destinés à un public large qui souhaite aborder la civilisation pharaonique avec un enseignement de qualité, et ces cours sont assurés par les membres scientifiques de l'IFAO, docteurs en égyptologie. Cette année, c'est Félix Relat Montserrat et puis Marine Yoyotte qui ont abordé le Moyen Empire, la deuxième période intermédiaire et le début du Nouvel Empire. Toujours dans le domaine de la diffusion, une exposition temporaire a été présentée au musée égyptien du Caire à l'occasion du centenaire des recherches françaises sur le site de Deir el-Médina à Luxor, 1917-2017. L'exposition a été inaugurée le 21 décembre 2017 par son Excellence le ministre des Antiquités et par Monsieur l'ambassadeur de France. Elle a été réalisée sous la direction du Dr Hanan Gaber en collaboration avec le musée du Caire et l'université de Montpellier. Ces objets provenant des fouilles françaises et conservés au musée du Caire étaient à cette occasion mis en lumière par des documents tout à fait rares provenant des archives de l'IFAO, comme les journaux de fouilles du fouilleur Bernard Brouillère, qui étaient donc présentés à côté des objets qui étaient mentionnés. L'exposition a fermé ses portes le 15 février dernier, mais elle s'accompagne d'un catalogue très richement illustré de 392 pages que je vous invite
à découvrir. Enfin, pour terminer, permettez-moi quelques mots encore sur nos projets pour l'avenir. La bibliothèque est l'un des fleurons de l'Institut. Elle est riche de 90 000 volumes et compte parmi les meilleurs au monde dans les domaines de l'égyptologie et de la papyrologie. En 2018, elle a d'ailleurs été labellisée collection d'excellence dans ces deux domaines, égyptologie et papyrologie, par le ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ouverte au public extérieur, elle est aussi un instrument fondamental pour les chercheurs égyptiens, universitaires, collègues et personnel du ministère des Antiquités. Cet outil donc exceptionnel occupe depuis plus d'un siècle le premier étage du palais Mounira, et c'est un lieu auquel nous sommes tous, chercheurs, particulièrement attachés. Mais les rayonnages sont aujourd'hui saturés, les conditions ne correspondent plus aux normes actuelles, ni de bonne conservation des collections, ni de sécurité des usagers, personnels et utilisateurs. Grâce au soutien de notre tutelle, l'IFAO s'est engagé dans un ambitieux projet immobilier qui doit voir la construction d'un nouveau bâtiment sur le terrain de l'IFAO destiné à accueillir la nouvelle bibliothèque. Les études sont en cours, le concours d'architectes sera lancé cet été et les travaux de construction devraient être engagés dès 2019. C'est donc un nouveau défi dans lequel nous nous lançons tous les services de l'IFAO avec enthousiasme, plus spacieuse, capable d'accueillir davantage de lecteurs dans des meilleures conditions et d'assurer la conservation idéale des collections. Cette nouvelle bibliothèque porte aussi les ambitions de l'IFAO sur son rôle dans le pays qui l'accueille depuis presque 140 ans. Promouvoir davantage dans la société civile l'importance du patrimoine culturel et archéologique au moment précisément où ce patrimoine se trouve délibérément attaqué dans d'autres régions du Proche-Orient pour le message de multiculturalité qu'il véhicule. Je vous remercie pour votre attention.